Bonjour à tous. Je vais vous parler donc des dernières recommandations de l'ESC qui sont sorties cette année et puis également des recommandations de l'ACC qui étaient sorties un petit peu plus tôt dans l'année. Donc moi, je vais m'attarder sur tout ce qui est artériopathie périphérique, plutôt étant médecin vasculaire. Alors, Ouais, ça va bugger un peu. ok. Un petit point sur la prévalence donc des artériopathies périphériques. C'est donc une prévalence qui est élevée avec une mortalité cardiovasculaire qui est importante. Et la présence de cette artériopathie périphérique va augmenter le risque d'événements cardiovasculaires de 4 à 5. C'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée et sous-traitée par rapport à la coronaropathie. Le petit graphique là que j'ai mis, c'était pour vous montrer, enfin pour vous rappeler qu'il y avait une association importante entre les différents sites d'atteinte artérielle, parce que par exemple, on voit que les gens qui vont être porteurs d'une artériopathie des membres inférieurs, il y en a une bonne proportion qui vont aussi présenter une coronaropathie dans le même temps, ou bien une sténose carotidienne. Donc c'est pour refaire passer le message que c'est une pathologie qu'il faut prendre en considération dans son ensemble. Il y a un terme d'ailleurs qui est employé au congrès, mais je ne sais plus c'est quoi le mot qui est employé tout le temps, c'est pour dire que c'est global. Holistique? Holistique, voilà. C'est une approche holistique de la maladie, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte tout l'ensemble de la pathologie. La prévalence globale, elle est de 1,52%. Elle augmente avec l'âge. Donc, elle est de près de 15% chez les patients de plus de 80 ans. Et puis, moi, quelque chose j'ai un peu, entre guillemets, découvert, c'est que la prévalence, elle a été plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc, j'étais un peu étonnée, et ça pour toutes les classes d'âge, on va dire, parce que même chez les patients plus jeunes, ça touche plus les femmes. Un petit point sur les facteurs de risque. Donc, il y a des risques spécifiques qui sont liés à la femme, donc l'hypertension artérielle gravidique, la ménopause. Il y a des facteurs qui sont non modifiables, donc génétique, l'âge et le sexe. Et puis, il y a des facteurs qui vont être modifiables. Et pour nous aider à les évaluer, donc, on peut s'appuyer de différents scores avec des sites internet qui proposent de calculer même les scores en direct, que vous connaissez sans doute, qui sont les scores 2. Donc, le tabac, le diabète, les dyslipidémies, l'hypertension, le surpoids, la sédentarité, l'apnée du sommeil, le stress, l'alcool et les problèmes de diététique. Et puis, dans la lecture là, des recommandations de l'ACC, il y a quand même tout un paragraphe assez important sur le statut socio-économique qui n'est pas forcément complètement transposable, je pense, en France, parce que donc c'est des recommandations américaines avec une prise en charge sociale qui est quand même assez difficile en France, mais où il y a une vraie différence en fait de prise en charge des patients en fonction de leur statut socio-économique. Il y a le rôle de la pollution, de maladies auto-immunes, la polypoprotéine et l'inflammation. Et puis, dans les recommandations de la CC, il est proposé d'évaluer d'autres facteurs de risque dans la population gériatrique, donc chez des patients de plus de 75 ans, qui vont permettre d'identifier des patients à plus haut risque, avec donc l'évaluation de symptômes gériatriques comme la malnutrition, une mobilité réduite et puis la fragilité. Donc le schéma qui reprend un peu tout ça dans l'ESC. Passer par notre Ça va passer au bout d'un moment, ouais, suivante. Ouais. voilà. L'évaluation de l'artériopathie des membres inférieurs, donc elle passe par une évaluation clinique avec un interrogatoire. Donc on va rechercher les antécédents familiaux, les symptômes. On va aussi faire donc l'examen clinique avec la recherche des poux périphériques, l'auscultation cardiaque, l'examen des jambes et des pieds à la recherche d'une plaie ou de trophique, et la mesure de la tension artérielle de manière bilatérale. Au niveau du bilan biologique, ce qui est proposé, c'est donc de faire un bilan lipidique avec
proposition de faire au moins une fois dans la vie du patient un dosage de l'hypoprotéine A, évaluation donc, des facteurs de risque avec la glycémie, l'hémoglobine glyquée, la fonction rénale. Voilà. Et puis, ce qui est proposé aussi, c'est de faire une évaluation de la qualité de vie du patient, qui va être un facteur prédictif sur la perte de déambulation et la mortalité cardiovasculaire. Donc, il y a différentes échelles qui nous sont proposées pour évaluer cette qualité de vie. Donc là, je vous en ai mis une en copie. Et puis, à savoir que il y a donc a priori 16% des artéritiques qui souffrent d'une dépression. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à évaluer aussi. Le dépistage de l'artériopathie des membres inférieurs, donc, qui passe en première intention par la réalisation des index de pression systolique donc, à la cheville, avec un critère diagnostique qui va être un IPS inférieur à 0,9. Et puis, ce qui est proposé, c'est que si les artères sont incompressibles, donc il y a une médiacalcose avec un IPS supérieur à 1,4, on fasse donc soit une mesure de pression au gros orteil, soit un rapport de mesure de pression entre la pression humérale et la pression au gros orteil. Ça, c'est en grade 1B. Et donc, il est recommandé de prendre la tension donc, aux 4 membres. Un rappel sur sur les seuils qui vont permettre le diagnostic de l'artériopathie. Donc, les IPS, c'est 0,9, enfin, inférieur à 0,9, donc c'est anormal. Et puis, sur l'index de pression, donc rapport de tension du gros orteil à tension humérale, c'est 0,7. Et en valeur absolue, donc les critères d'artériopathie, enfin de l'ischémie chronique, ça va être une pression à la cheville inférieure à 50 et une pression au gros orteil inférieure à 30. Et puis, il y a un autre examen qui existe, mais je ne vais pas trop en parler spécialement aujourd'hui, c'est la TCPO2, que vous connaissez sans doute, qui est une mesure d'oxygénation en fait, des tissus et qu'on réalise aussi à l'hôpital là, aux EFC. Il est proposé chez les patients diabétiques ou insuffisants rénaux chroniques qui ont une valeur d'IPS normale, d'aller chercher un peu plus loin et donc de réaliser une pression au gros orteil. Chez les patients de plus de 65 ans avec des facteurs de risque cardiovasculaire, de réaliser en dépistage donc une mesure des IPS ou de pression au gros orteil. Le Strandness, donc, est l'examen de la marche sur tapis roulant. Ça reste le gold standard pour évaluer les performances de marche. Et puis, dans les recommandations de l'ACC, il est proposé de faire réaliser un Strandness, donc ce test de marche, si le patient présente des symptômes qui évoquent une artériopathie, mais que les IPS sont entre guillemets normaux, donc supérieurs à 0,9. Ça, c'est je ne vais pas forcément détailler, mais c'est pour redire qu'il existe une classification en fait de l'artériopathie en fonction des symptômes. Donc la plus connue, c'est la classification de Fontaine, mais il y a aussi cette classification de Rutherford. Et donc en fonction de cette classification d'artériopathie, la prise en charge peut être différente. Au niveau du traitement médical dans l'artériopathie périphérique, l'objectif, ça va être de réduire les événements cardiovasculaires et puis d'augmenter le périmètre de marche chez ces patients. Donc, ce qui change par rapport aux dernières recommandations qui dataient de 2017, c'est qu'on a un objectif tensionnel qui est un peu différent, puisque là, en 2024, l'objectif tensionnel, il est fixé pour la systolique entre 120 et 129 et la diastolique entre 70 et 79 mm. Et ça, c'est en grade 1A. Et en 2017, on était sur un objectif à 140-90. Il est proposé d'adapter cet objectif tensionnel en fonction du patient et en particulier chez les patients plus âgés de plus de 85 ans et les patients fragiles ou ceux qui ont une espérance de vie inférieure à 3 ans et d'avoir une tolérance avec une tension cible inférieure à 140-90. En recommandation de grade 2B, il est proposé d'introduire chez ces patients porteurs d'artériopathie
un traitement anti-hypertenseur avec des IEC ou des ARA2. Concernant la prise en charge du, des dyslipidémies, pareil, il y a un changement par rapport aux recommandations de 2017 où on était sur un objectif de LDL inférieur à 0,7, où là en 2024 on a un objectif de LDL inférieur à 0,55 avec une diminution de plus de 50% du chiffre de LDL. Donc, ce qui est noté, c'est chez tous les patients qui sont porteurs d'une maladie artérielle périphérique et abdominale. Donc, ça, je pense que peut-être on en discutera en fin de présentation, mais c'est savoir est-ce que ça concerne les artériopathes symptomatiques, asymptomatiques, les sténoses significatives, non significatives, mais il y a pas mal de sujets où c'est pas tellement tranché, mais il y aura matière à discuter éventuellement. En première intention, ce qui est recommandé, donc c'est le traitement avec des statines pour tous les artériopathes. Et puis, si le LDL cible n'est pas atteint, en deuxième intention, donc une association avec les éthymimes. Et puis là, il y a une molécule dont je vais parler, mais pour laquelle on n'a pas accès en France, que vous connaissez sans doute, je ne sais pas. C'est l'acide bempédoïque qui a l'AMM en Europe, mais pas en France, et qui est recommandé aussi en traitement des dyslipidémies. Donc je ne sais pas si un jour on l'aura en France, mais je ne vais pas détailler, vu que pour le moment on ne peut pas le prescrire. Et puis, donc, en, en recours aussi, on a les anti-PCSK9 pour arriver à l'objectif de LDL. Ça, c'était un petit graphique qui reprenait toutes les études qui ont été faites, qui montrent donc la diminution du pourcentage des événements cardiovasculaires en fonction du seuil de LDL, qui confirme bien qu'il y a vraiment un intérêt à être sur des valeurs basses de LDL. Et puis, dans les recommandations de l'ESC, donc il y a une recommandation grade 1A sur l'utilisation des statines de haute intensité qui vont permettre donc d'avoir cette diminution de plus de 50% du taux de LDL. Donc c'est l'atorvastatine et la rosuvastatine. Donc ça c'était pareil, c'était un graphique qui reprenait en fait le pourcentage de volume de l'athérome en fonction du LDL. Donc pour pareil bien montrer que cet objectif inférieur à 0,55 a vraiment un intérêt. Sur le versant du traitement anti-agrégant plaquettaire, donc ce qui est proposé, c'est que chez les patients symptomatiques, on introduise un traitement par mono anti-agrégant, soit de l'aspirine 75-160, soit du clopidogrel en 75, et ça c'est du grade 1A. Et puis, ce qui est proposé, enfin ouvert à discussion, c'est l'association avec une petite dose de rivaroxaban, donc en 2,5, en biprises, avec de l'aspirine à 100 mg chez certains patients, donc des artériopathes qui vont avoir un risque ischémique important avec un risque hémorragique faible, ou chez les patients artériopathes qui vont avoir une revascularisation avec un risque hémorragique faible. Pour les patients qui sont artériopathes et asymptomatiques, il est proposé donc de les laisser de les mettre sous traitement au long cours d'aspirine à petite dose, donc 75 ou 100 mg, mais c'est donc du grade 2B. Ce qui est bien détaillé dans ces recommandations de l'ESC, c'est que l'exercice physique fait partie intégrante de la prise en charge de l'artériopathie et que idéalement c'est quelque chose qui devrait pouvoir être réalisé dans une structure particulière, en fait, structure de rééducation. Et puis cette prise en charge-là, elle est surtout pour améliorer la distance de marche du patient et sa qualité de vie, avec un programme de rééducation qui est donc assez détaillé. Et puis, si ce n'est pas possible dans une structure, de au moins le faire réaliser par le patient à domicile. C'est recommandé en particulier chez les patients en post-revascularisation et chez tous les claudicants aussi. Ça peut être proposé en traitement initial, donc en association avec le traitement médical.
Donc là, il y a des choses qui sont assez détaillées aussi dans les recours de l'ESC sur la modalité de cette traitement et de cet exercice qui est proposé chez les patients artériopathes, donc avec des séances au moins 3 fois par semaine qui devraient durer entre 30 et 60 minutes et pendant au moins 3 mois, avec une augmentation progressive de l'intensité des séances. Concernant le diabète, chez les patients artériopathes, donc l'objectif d'hémoglobine glyquée, il doit être inférieur à 7%. Et puis, on privilégiera le traitement avec les CGLT2I, donc les glyphosines, donc chez les patients diabétiques artériopathes, les analogues du GLP-1, et puis éviter les hypoglycémies en même temps. Donc ça, c'est un schéma qui est dans les recommandations de l'ESC qui reprend un peu tout ce que je viens de dire. Donc les objectifs tensionnels, les objectifs d'hémoglobine glyquée et de LDL. Et puis, il y a aussi des objectifs donc, qui sont mis en rapport avec l'exercice physique. Et donc, il y a même une valeur d'IMC qui est proposée et des valeurs de périmètre abdominal en objectif. Après, je voulais vous parler donc des nouveautés concernant le dépistage des anévrismes de l'aorte abdominale. Donc, ça a un petit peu changé entre les dernières recommandations de 2017 et puis celles de 2024. En 2017, on proposait de faire du dépistage chez tous les hommes de plus de 65 ans et chez les femmes de plus de 65 ans tabagiques. En 2024, on réduit un petit peu les choses parce qu'on propose de dépister donc, les hommes de plus de 65 ans qui fument et tous les hommes de plus de 75 ans et les femmes de plus de 75 ans qui sont tabagiques et ou hypertendus. Et puis de dépister, il est proposé de dépister tous les patients artériopathes, mais c'est ce qu'on fait en pratique déjà. De toute façon, on vérifie l'aorte abdominale. Et au niveau de la fréquence de la surveillance, ça a un petit peu changé aussi la limite du diamètre de l'anévrisme a un petit peu changé. Donc, on propose en 2024 de surveiller de manière annuelle les femmes qui vont présenter un anévrisme de l'aorte abdominale entre 40 et 45 mm et les hommes qui ont un anévrisme entre 40 et 49 mm. Avec cette petite courbe là en bas qui précise un peu les choses. Donc, on surveille de manière annuelle. Donc, chez les femmes de 40 à 45, au-dessus de 45 jusqu'à 50, ça sera une surveillance semestrielle. Et à 50, on va se poser la question d'aller faire une intervention chirurgicale sur cet anévrisme. Et puis chez les hommes, donc surveillance annuelle entre 40 et 49, 50 à 55, une surveillance semestrielle, et à 55, on se pose la question d'aller intervenir chirurgicalement. Voilà. Et puis concernant le dépistage familial, on propose de dépister tous les apparentés au premier degré du patient qui va présenter un anévrisme de l'aorte abdominale pour lequel il n'y a pas de cause évidente, on va dire, sur l'anévrisme de l'aorte abdominale. Pour le traitement médical de ces anévrismes, la question qu'on se posait, c'est est-ce que, par exemple, il fallait aller mettre des statines? Donc, il y a des études qui ont montré que les statines, elles pouvaient atténuer la croissance des anévrismes de l'aorte abdominale. Donc, que c'est à considérer, mais voilà, c'est à discuter. Puisqu'on propose une approche individuelle avec l'évaluation du risque cardiovasculaire. Il y a des études qui montrent aussi qu'il y aurait une diminution du risque de rupture de ces anévrismes avec les statines. Et puis, une autre chose qui a été montrée, c'est que l'utilisation des statines en préopératoire augmentait la survie de 5 ans des patients après un traitement endovasculaire de leur anévrisme. Donc, bon, ça, on se dit que peut-être c'est intéressant quand même de les traiter, ces patients-là, avec une statine. Là, je voulais vous parler donc, de tout ce qui est artériopathie extracrânienne. Donc, on parle aussi bien des artères carotidiennes que des artères vertébrales en extracrânien. Ce qui est recommandé, donc, c'est toujours l'exploration échodoppler en première intention. Et puis, ce qui est validé, c'est la mesure NA7 parce que il y avait
deux mesures utilisées, donc la mesure NA7 et ESCET. J'ai fait un petit rappel parce que je pense que parfois vous faites aussi de l'exploration carotidienne. Donc là, quand on quantifie une sténose carotidienne, il faut vraiment utiliser la mesure NA7, donc qui est décrite là sur le schéma, et pas l'autre mesure qui donne des valeurs plus importantes en fait en pourcentage d'évaluation de sténose. Donc la quantification, elle se fait donc sur cette mesure NA7 qui est une mesure de rapport de diamètre. Elle se fait aussi sur une analyse hémodynamique des flux avec le tableau là qui est repris en bas où on considère qu'une sténose supérieure ou égale à 70%, c'est des vitesses systoliques à plus de 2,30 m. Au niveau du traitement médical, pour les sténoses carotidiennes qui sont symptomatiques, il est proposé une bi-antigrégation plaquettaire à la phase précoce. Donc la phase précoce, c'est au moins les 3 premières semaines, s'il n'y a pas d'intervention, avec un suivi annuel. Et s'il y a un stent, une bi-antiagrégation pendant 1 mois après la revascularisation, et puis après une mono-antiagrégation au long cours, avec une surveillance par écho-Doppler à 1 mois après le stenting, par exemple, ou la revascularisation. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale chez les patients qui ont une sténose inférieure à 50%. Pour les sténoses carotidiennes asymptomatiques supérieures à 50%, il est proposé donc en grade 2A, enfin il est à discuter en tout cas, de mettre un traitement par faible dose d'aspirine au long cours. Chez les patients en particulier qui sont à haut risque cardiovasculaire, donc par exemple les diabétiques et qui ont un risque hémorragique faible. Et puis, on peut éventuellement s'appuyer pour introduire ce traitement sur la recherche de facteurs de risque associés qui vont augmenter le risque d'AVC. Donc, la présence d'un AVC contralatéral, la découverte d'un infarctus silencieux sur l'imagerie cérébrale, et puis en échographie avec le suivi de la sténose, une sténose qui va s'aggraver de plus de 20%, la présence de HIT, une mauvaise réserve vasomotrice, des plaques qui sont longues avec des zones hypoéchogènes, des plaques qui sont pas très jolies, donc pas très rassurantes, et pour lesquelles on aura des arguments supplémentaires pour aller mettre ces patients-là sous antiagrégants. Concernant le traitement hypolipémiant, antihypertension et antidiabétique oraux, dans les recos de l'ESC, c'est marqué CF reco pour tout ce qui est artériopathie périphérique. Et c'est pas détaillé. Et puis dernier point, donc la sténose des artères rénales. Donc c'est pareil, reste encore l'écho Doppler qui est à réaliser en première intention et le scanner en deuxième intention pour éventuellement préciser les choses aussi parce que l'échogénicité n'était pas bonne. Et puis dans le même temps, quand on évalue une sténose des artères rénales, il va falloir aussi évaluer la viabilité rénale. Donc ça, c'est des mesures qu'on fait nous en écho-Doppler, donc sur la taille du rein, la différenciation corticomédulaire et les index de résistance au niveau du parenchyme. Dans les repos de l'ESC, donc il est reprécisé les indications dans lesquelles c'est pertinent d'aller rechercher une sténose des artères rénales. Donc ça va être une hypertension qui va débuter avant l'âge de 30 ans, une hypertension sévère après 65 ans avec une insuffisance rénale chronique ou un infarctus, une hypertension artérielle avec un souffle abdominal, une hypertension qui auparavant était bien contrôlée et puis là qui va se déséquilibrer, une hypertension résistante. L'hypertension résistante, c'est une association de 3 antihypertenseurs avec un diurétique ou bien de 4 antihypertenseurs. Une crise hypertensive, une dégradation de la fonction rénale après introduction d'Arado et d'IEC, les OAP, et puis la découverte fortuite, par exemple, d'une atrophie rénale et sur un suivi biologique, une dégradation de la fonction rénale qui n'est pas expliquée, une asymétrie rénale. Le traitement qui est proposé en traitement médical, enfin, à discuter, c'est pareil, c'est de l'aspirine faible dose. Et puis la revascularisation, elle va être proposée chez des patients qui ont une sténose supérieure à 70% avec une viabilité rénale. Donc ça, c'est donc évalué en échographie. Donc il faut que le rein il fasse plus de 8 cm.
il faut que la différenciation cortico-médulaire elle soit supérieure à 0,5 cm, les index de résistance sont inférieurs à 0,8. Enfin, donc ça, c'est quelque chose qui doit être détaillé dans le compte-rendu de l'écho-doppler des artères rénales. Et chez des patients qui ont déjà un traitement médical antihypertenseur optimal, et donc l'indication de la revascularisation, elle sera en particulier s'il y a une dégradation de la fonction rénale, une hypertension artérielle résistance ou un OAP. Et puis l'indication de la revascularisation, et évidemment, elle se fait aussi si c'est une sténose supérieure à 70% sur rein unique, sans forcément qu'il y ait une association avec une dégradation de la fonction rénale ou voilà. Le fait que le rein soit unique, ça suffit à poser l'indication de la revascularisation. Donc voilà, moi j'ai fait le point, donc tout ce qui était artériopathie périphérique, il y a tout un pan là des recos ESC que j'ai pas traité sur tout ce qui est aorte thoracique, voilà. Est-ce que je me sentais quand même moins à l'aise pour vous le présenter à vous cardiologues. Mais, voilà.